C'est Freud qui, le premier, a mis en avant cette idée du travail de deuil dans son article Deuil et mélancolie de 1915. Ces étapes se déroulent d'abord en 3 temps, puis une évolution en 5 et aujourd'hui en 7 temps, avec Elisabeth Kubler, qui rajoute 2 étapes à ce modèle pour distinguer ce qui relève du deuil et non d'une psychopathologie comme la dépression. Pourtant, cette théorie a été souvent réputée par de nombreuses personnes qui pensent que la douleur est bien trop complexe pour être définie par seulement cette étape bien définie. Pour la plupart des gens, la perte d'un être cher entraîne dans un tourbillon engloutissant des émotions les plus variées. Donc à vous de voir. Les stades du deuil sont bien réels. Ils sont ressentis et vécus différemment en fonction de notre lien au défunt, de notre propre personnalité et puis sans doute aussi de notre fragilité au moment du décès. Il n'y a pas de linéarité dans le processus de deuil. Nous pouvons passer du choc à la colère sans déni, puis à la douleur. Nous pouvons, en fonction de l'âge du défunt, ne pas connaître la colère et culpabiliser de ne pas avoir été suffisamment présent, attentif, aimant. Enfin, notre reconstruction peut très bien s'effectuer par des allers-retours sur certaines phases. Ce travail de deuil est possible non seulement au niveau de la perte d'un proche, mais il est transposable aussi dans le domaine sentimental, lors d'une rupture, et dans le domaine professionnel, lorsqu'on arrive à la fin d'un contrat ou lors d'un licenciement. Les étapes sont toujours les mêmes. Il arrive qu'une ne soit pas vécue suivant la situation et suivant la personne qui les vit. La première étape, le choc. C'est une phase courte, l'annonce d'une rupture conduisant à un constat. Une annonce laisse la personne sans émotion apparente. Le terme de sidération peut tout à fait convenir pour qualifier la réaction de la personne face à l'information transmise. L'étape numéro 2, c'est le déni. C'est le refus de croire l'information. Le déni est un refus conscient ou inconscient d'accepter les faits, l'information, la réalité relative à la situation en cause. C'est un mécanisme de défense et parfaitement naturel. Certaines personnes peuvent rester bloquées à ce stade s'il s'agissait d'un changement traumatique qui peut être ignoré. La mort n'est évidemment pas particulièrement facile à éviter ou à éluder indéfiniment. La personne confrontée à une perte refuse le fait ou cherche un bouc émissaire. C'est la phase de la négation. Le rejet de l'information fait place à une discussion intérieure ou extérieure. Il ne faut cependant pas croire que la brièveté de cette phase signifie qu'elle n'est pas importante. Certaines personnes s'enferment dans cet état de déni, de refuge. Par exemple, en préservant la chambre du disparu intacte ou en mettant toujours son assiette à table. La troisième étape, c'est la colère et le marchandage. C'est la confrontation avec les faits qui va engendrer une attitude de révolte, tournée vers soi et vers les autres. La colère, où se mêle l'amertume, la révolte et le sentiment d'injustice. C'est aussi une phase de marchandage. S'il ou elle pouvait revenir, je ferais telle ou telle chose. C'est souvent une alternance de colère et de marchandage, ce dernier intervenant dès qu'une lueur d'espoir temporaire renaît. Mais dès que la personne constate que finalement, la situation ne reviendra pas en arrière, eh bien la colère remplace le marchandage. Traditionnellement, l'étape de la négociation du marchandage pour les personnes confrontées à la mort peut impliquer de tenter de négocier avec tous ceux en quoi elles croient, en Dieu, les miracles, etc. La colère peut se manifester de différentes manières. Les personnes aux prises avec un bouleversement émotionnel peuvent être en colère contre elles-mêmes et ou avec d'autres, en particulier leurs proches. Les intensités peuvent être variables selon la maturité affective de la personne. La pensée de la personne s'alimente de fortes contradictions. Elle peut s'emporter ou s'enfermer dans le plus grand mutisme. Les pulsions de vengeance peuvent aussi la pousser à avoir des comportements qu'elle ne comprend pas elle-même. En fait,
La personne est confrontée à l'impossibilité d'un retour à la situation première. Elle doit faire le deuil et passer par de nombreuses émotions, des reproches, des remords, des ressentiments, du dégoût, de la répulsion, de la séduction ou alors de l'agression. La quatrième étape, la tristesse. C'est un état de désespérance. La tristesse est une étape marquée par un intense sentiment de solitude, pouvant parfois aller jusqu'à la dépression. On parle aussi de deuil préparatoire. Dans un sens, c'est la préparation de la suite, même si cette étape se vit différemment en fonction de la personne qui est impliquée dans ce processus. C'est une sorte d'acceptation de l'attachement émotionnel. Il est naturel de ressentir de la tristesse et du regret, de la peur, de l'incertitude. Cela montre que la personne a au moins commencé à accepter la réalité. Cinquième étape, la résignation. C'est l'abandon de cette lutte au cours de laquelle la personne peut avoir le sentiment d'avoir tout essayé pour revenir à la situation perdue. Elle n'a aucune visibilité de ce qu'elle peut faire. Elle agit au gré des circonstances. Cette résignation peut aussi se composer de rejet. Encore une fois, cette étape varie nettement en fonction de la situation de la personne, bien que globalement, c'est une indication qu'il y a un certain détachement affectif et d'objectivité, mais ce n'est pas encore l'acceptation complète et positive. Sixième étape, l'acceptation. Dans cette étape, la personne accepte la perte de l'être cher ou du petit ami, de la petite amie ou du travail. En l'acceptant, elle est capable de garder les beaux moments, mais aussi les moins bons. Elle commence à avoir plus confiance en elle, elle se sent mieux et l'avenir ne semble pas aussi noir qu'avant. L'acceptation est le moment où la personne prend la décision de vivre avec la réalité pour le mieux et émerge lentement de ce processus. Certaines personnes, juste avant leur mort, sont dans cette phase. Donc bien longtemps avant que ceux qui resteront derrière eux ne l'atteignent. Car chacun doit nécessairement passer par ses propres étapes individuelles de traitement de la douleur qui leur appartient. La septième étape, la reconstruction. L'acceptation seule ne suffit pas. Il faut reconstruire progressivement. La personne en deuil prend conscience qu'elle est en train de se réorganiser pour répondre aux obligations liées à toute vie en société. Se reconstruire amène à mieux se connaître, à découvrir ses ressources personnelles et à prendre conscience de son existence. Cette démarche développe la confiance en soi. Le sentiment de vulnérabilité fait place à une nouvelle énergie. Pour finir, j'aime bien cette citation de cette fameuse Elisabeth Kubler. Il n'y a pas de joie sans difficulté. Si ce n'est sans la mort, saurions-nous apprécier la vie? Si ce n'est sans la haine, saurions-nous que le but ultime est l'amour? Dans ces moments-là, vous pouvez soit conserver la négativité et chercher les reproches, ou alors vous pouvez choisir de guérir et de continuer à aimer.